déjà de 1, la tokenomics ne fera jamais le succès d'un projet. Par contre, elle l'empêchera des red flags éliminatoires dès le départ. Qu'est-ce que tu penses des projets, leur trésorerie, c'est leur token? Quand il y a eu la crise FTX, une des raisons de tout ça, c'était la dévaluation du FTT. Ça a été des moments fondateurs dont on tire des leçons aujourd'hui pour les prochains. La plupart des projets, en fait, ils vont aller voir des influenceurs et leur disent, s'il te plaît, fais la promo de mon token, en échange, je te donne telle quantité de token, fais la promo de mon projet, ça me fait me pousser le prix et du coup, tu peux les revendre au listing directement. Et du coup, ils peuvent forcément impacter leur communauté avec ça. Parce qu'avant, les influx, ils recevaient leur token, il n'y avait pas de vesting, ils vendaient tout, merci, au revoir. Ouais. Ils dumpaient même sur la tête de leur communauté, etc. Aujourd'hui, tu vois plus un gros influx qui dump, ce serait un débile fini s'il est encore tenu jusque-là avec une grosse commu. Jusque-là, il a fait quand même juste pas trop mal. Et ils n'ont pas intérêt à abuser de leur communauté parce que ça leur retombera sur le nez. Si tu veux plus que faire les tokenomics, c'est surtout que les projets utilisent notre outil pour faire leur tokenomics. On leur propose juste la tech qui va leur permettre de le faire. À chaque fois, on a plein de market makers qui nous approchent et la première phrase c'est ouais, vous inquiétez pas, nous on fait partie des bons, etc. Voilà, de toute façon, on sait très bien qui sont les 4-5 têtes brûlées d'écosystèmes qui ont fait énormément d'argent, mais à quel prix? Salut à toi, bienvenue dans ce premier format podcast de Réussir en crypto. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Quentin Chapeau, j'investis depuis 9 ans dans ce marché des crypto-monnaies et j'accompagne aujourd'hui plus de 2700 personnes à réussir ce cycle en crypto avec une vision long terme. Aujourd'hui avec moi, Nathan Benchimol. Salut Quentin. Donc aujourd'hui on va avoir un podcast vraiment intéressant, technique, quelque chose qu'on n'aura pas entendu beaucoup sur internet. On va parler des financements qu'on appelle les seed rounds, donc les investissements en fonds privés. On appelle ça aussi les ventes privées en fait en crypto-monnaie qui vont te permettre de rentrer avant tout le monde sur des projets crypto avant qu'ils soient publics. Donc Nathan, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît pour démarrer ce podcast? Avec plaisir, écoute. Donc voilà, je m'appelle Nathan, j'ai un parcours en finance. J'ai fait 6 ans de banque d'investissement, banque privée et finance de marché. Ça a été mon éducation. Et puis voilà, si tu veux, avant d'être entrepreneur, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 4 ans. Et voilà, j'ai fini ma carrière chez Barclays, c'est la dernière boîte où j'ai été salarié, où j'occupais, si tu veux, un rôle de gestionnaire de fortune. Je gérais à peu près 2,5 milliards de dollars de fonds clients. Et j'en ai d'ailleurs, juste avant de partir, poussé un ou deux à se lancer en crypto en 2019-2020. Voilà, alors forcément, ils avaient des très très grandes fortunes à l'époque. Donc je sais pas, j'ai pas eu le feedback de combien ils avaient investi au final. Mais je sais qu'il y en a qui, quand je leur ai dit je quitte la banque, qui m'ont suivi dans l'aventure. Bon, génial. Donc aujourd'hui, tu as 2 sociétés principales. Tu as Nomix premièrement. Nomix, qu'est-ce que ça fait cette boîte? Alors Nomix, c'est un des leaders du marché sur la tokenomics. Donc notre rôle, si tu veux, on est une software company, on développe des logiciels qui permettent de faire de la simulation. C'est vraiment des outils de simulation pour les boîtes qui ont un token ou qui s'apprêtent à en lancer un. Donc on a 2 produits principaux. Un produit qui permet de calibrer ta tokenomics et un produit qui permet de simuler un impact de prix en fonction de paramètres de marché. Voilà, donc ça c'est la première boîte, Nomix. On est une dizaine, on est backé par quelques fonds de la place au Royaume-Uni, aux États-Unis. Et puis ma deuxième boîte, MSA, qui est justement spécialisée dans les investissements pré-TGE. On est grosso modo un club d'investisseurs qui n'investit quasiment exclusivement que sur des projets pré-TGE triés sur le volet. Puis c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Ouais, pour faire une aparté de TGE, on en reparlera tout à l'heure, mais grosso modo, c'est le listing d'une crypto-monnaie sur un échange comme Binance, Kraken ou autre. On va revenir dessus. Donc du coup, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que Nathan, c'est quelqu'un qui a un réseau extrêmement large dans le monde des crypto-monnaies, une grosse expérience aujourd'hui et surtout beaucoup d'insights. C'est quelqu'un qui arrive en amont sur les projets crypto. Donc on va parler de ça aujourd'hui, comment tirer profit du fait d'être très early sur ces projets-là. Et en fait, il y a un point de départ de tout ça qu'il faut comprendre, c'est, on en parlait l'autre jour, c'est en fait la masse critique qui représente l'ensemble des investisseurs en crypto aujourd'hui. On est à peu près 600 millions d'utilisateurs en crypto-monnaie aujourd'hui. Tout ça, ça représente une masse d'investisseurs qui sont potentiellement, comme tu disais, les dindons de la farce. Quand ils arrivent sur un exchange crypto et qu'ils achètent des crypto-monnaies qui sont déjà qui ont été achetées par les investisseurs en fonds privés bien avant ça. Donc on va parler de ça. Comment tu vois toi cette masse critique d'investisseurs et comment tu les positionnes en fait dans cet écosystème? Ouais, si tu veux, rapidement, en ayant été du côté bancaire aussi, j'ai rapidement eu ce réflexe de
suivre les flux et d'être au plus proche de l'argent. Quand j'étais à mon poste à la banque, j'étais, si tu veux, on était au plus proche de l'argent client, c'est-à-dire que quand un client dépose l'argent, nous, la fonction asset manager, on est les premiers à réceptionner, et ensuite cet argent, il va nourrir tout le reste de la banque. Il va nourrir les fonctions support, les fonctions compliance, les mecs du back office qui font tout ce qui est action, etc. Même jusqu'à la saisie, etc. Et donc, si tu veux, j'ai toujours eu ce réflexe de comprendre où allait le flux et qui c'est qui se sert en premier, en fait. Voilà, ça a été ce réflexe-là que j'ai acquis en banque. Et c'est ce que ça m'a appris. Et donc, pour revenir, si tu veux, à notre sujet, j'ai vite compris que, si tu veux, la crypto, avant d'arriver dans les mains du retail, elle a voyagé entre différents points de passage. Et mon objectif, ça a été rapidement de dire, et surtout aussi pour ma commune, c'est de dire comment nous, est-ce qu'on peut en profiter de ça aussi. En amont. Donc le retail, c'est les particuliers. Donc en fait, les particuliers aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle dans le jargon l'exit liquidity. Donc entre guillemets, la masse critique, la liquidité nécessaire pour que les premiers arrivants puissent revendre leurs cryptos qu'ils ont achetés en amont. Et en fait, aujourd'hui, on va parler de ces deux mondes-là. On va parler de ceux qui arrivent avant le listing d'un projet sur un exchange crypto et ceux qui arrivent après, donc entre guillemets, le retail. Donc, grosso modo, une vente privée, c'est quoi? Comment on peut le définir de façon simple? Une vente privée, c'est au départ une levée de fonds. C'est-à-dire que le point de départ, c'est un projet qui a besoin de fonds pour aller au bout, comme comme beaucoup d'entreprises, d'aventures entrepreneuriales. La crypto n'échappe pas à la règle. Pour développer un super produit innovant, il va nous falloir des fonds. Et on va essayer d'attirer des investisseurs, on va pitcher des investisseurs. Et si on est un bon CEO et qu'on arrive à transmettre sa vision, on va réussir à lever des fonds. Et donc ces fonds, en général, alors un projet crypto peut lever des fonds en equity ou en token ou les deux, donc des deals hybrides, c'est-à-dire que l'investisseur va souvent rentrer sur ce qu'on appelle un SAFT, c'est-à-dire un document qui permet d'acheter de l'equity avec une option en token. Voilà. Et voilà. Et c'est là-dessus que c'est ça qu'on appelle des seed rounds en crypto. C'est ces différentes levées de fonds qui vont permettre, si tu veux, de rentrer beaucoup plus tôt dans l'histoire du projet avant qu'il soit listé 1 an ou 2 ans plus tard sur une grande plateforme. Ouais, donc un seed round, c'est grosso modo un investissement en amont. Seed, ça fait référence à la graine qui est le point de départ en fait d'un projet. Donc grosso modo, seed round, il faut comprendre vente privée. Exactement. Et puis voilà, au sein de cette grande catégorie du seed round, en général, on peut avoir un pré-seed qui peut correspondre à ce qu'on appelle une private sale 1. Ça, on va rentrer dans le détail. Okay, je vais te lancer là-dessus. Okay, mais donc grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, il y a le listing, on peut rentrer avant et on peut rentrer après. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour pouvoir rentrer avant, c'est réservé à 2 catégories de personnes. C'est soit ceux comme toi qui ont un réseau énorme et qui du coup sont des acteurs centraux dans l'écosystème, parce qu'avec Nomics, en fait, tu fais les tokenomics de certains projets, et du coup, tu as en amont des propositions et des accès. Ou alors vraiment, autour de toi, tu es un fondateur d'un projet et que qui te fasse la fleur de rentrer sur son projet, grosso modo. Et Exactement. Et si tu veux, plus que faire les tokenomics, c'est surtout que les projets utilisent notre outil pour faire leur tokenomics. Et après, ils font ce qu'ils veulent. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément notre mot à me dire dans ce qu'ils font. On leur propose juste la tech qui va leur permettre de le faire. Et effectivement, on résout un gros problème parce que, si tu veux, avec le logiciel, ils s'en sortent pour $500, grand max. Alors que en consulting, ils pourraient y passer jusqu'à 70 000, 80 000 $. C'est là-dessus qu'on se démarque en fait. Ouais. Et puis en fait, Nomics, toi, t'es un acteur important parce que en fait, vu que t'es en amont, t'as accès tout de suite les projets viennent te voir parce qu'ils veulent grandir de la meilleure manière possible avec quelque chose de durable avec leur tokenomics. Donc t'as vu passer pas mal de projets. Tu me disais que t'en avais 2 à 3 par jour qui venaient te voir. Et tu as eu des grands noms, tu as eu Chiliz, tu as eu Sandbox, des noms que tout le monde connaît aujourd'hui. Donc Nomics, c'est vraiment un acteur qui est central aujourd'hui. Et du coup, Nomics, qui est la partie qui fait les tokenomics, elle donne en fait les clés à MSA, donc My Seed Advisor, qui est ta deuxième boîte, qui permet en fait de rentrer en fait en amont sur ces projets qui viennent te voir, quoi. Tout à fait. Ouais, donc ça c'est vraiment un avantage grandiose. Et encore une fois, voilà, l'objectif ça a été de créer un peu un écosystème
où on avait la partie investissement CMSA, la partie tokenomics et nomics, Ouais. et maintenant on a un nouvel outil au sein de nomics qui arrive, qui est la partie simulation, qui va plutôt servir les projets déjà listés, parce que une fois qu'ils ont passé le listing, ils ont d'autres problèmes. Et voilà, encore une fois, c'est toujours cette quête de trouver les meilleurs produits pour répondre à nos besoins clients. Trop cool. Donc du coup, tu es le mieux placé pour nous expliquer les avantages et inconvénients de rentrer avant le listing, donc pré-TGE, TGE qui veut dire Token Generation Event, donc le moment où le token est lancé, et post-TGE, donc après qu'il soit listé. Avant le listing, quels sont les avantages et les inconvénients? Alors déjà, pré-listing, on est dans une position de choix. Donc encore une fois, effectivement, grâce à Nomics en l'occurrence, on est dans une position de choix pour discuter avec des acteurs. On va pouvoir nouer une relation, on va pouvoir avoir le CEO au téléphone, alors que plus tard, même si on reste, on détaillera les étapes, mais plus tard dans le processus de levée de fonds, même quand on reste pré-TGE, parfois ça devient difficile de parler à moins d'être un gros fonds d'investissement, c'est difficile de parler à l'équipe. C'est-à-dire qu'on vient se greffer, mais on n'a pas notre mot à dire. Là, souvent le projet, il est vraiment à l'état embryonnaire, et donc on vient créer une relation de confiance avec le fondateur. Donc voilà, le premier avantage, c'est de rentrer, de pouvoir discuter très early avec le porteur du projet. On va pouvoir potentiellement rentrer au niveau de la seed, d'accord, ou même du pré-seed en fonction de comment le projet a catégorisé ses rounds. En général, il y a 3 ou 4 tours de financement qui vont s'appeler pré-seed, seed, private, KOL. Il y a différents noms de rounds. On va lister juste après. Voilà, qu'on va pouvoir lister, mais on va pouvoir rentrer sur les premiers tours d'investissement. Au moment où ils commencent à discuter avec les gros fonds qui vont prendre plus d'allocations, et donc voilà, ça nous laisse un petit bout du gâteau. Avantage, donc c'est potentiellement aussi acheter le token moins cher. Donc en général entre moins 30 et moins 60% par rapport au prix du listing. Ce que j'aime bien dire. Souvent, on a vu par le passé des seeds où on achetait le token 20 fois moins cher qu'au listing. Ouais. Alors ça aujourd'hui ça se fait plus, et puis nous en tant que tokenomiste on décourage de le faire, parce que tout de suite si ton token est trop décoté en early stage, tu te crées des problèmes pour plus tard. C'est-à-dire que tes investisseurs pré-sale vont être automatiquement invités à vendre pour take profit. Parce que quand tu fais x5 juste le jour du listing, et que ton vesting te permet de vendre, tu vas le faire. Voilà. Alors que c'est pour ça que je trouve qu'il y a un équilibre à conserver. C'est en général le bon équilibre pour moi, c'est d'acheter le token entre moins 30 et moins 60% en pré-sale, parce que pas assez cher. Si ta décote n'est pas assez importante, le risque ne vaut pas la chandelle de rentrer pré-TGE. Et si elle est beaucoup trop importante, ça va créer le risque que je viens d'exposer, c'est-à-dire de créer trop de pression vendeuse au moment du listing. Donc tu sais toujours en amont à quel prix va être listé le token quand tu rentres tout en pré-seed. Ouais, c'est-à-dire que c'est des paramètres qui sont fixés justement par la tokenomics. Ça c'est un point important, on en a parlé l'autre jour, je voudrais qu'on l'explique aujourd'hui. Comment est décidé le prix du token quand il est listé sur un exchange? Quels sont les facteurs qui disent on le liste à 10 centimes ou à 1 centime? En général, c'est la team ou alors l'équipe tokenomics qui va définir ces paramètres-là en fonction de plein de critères, en fonction de la maturité du projet au moment du listing, en fonction du nombre d'utilisateurs qu'il y aura, en fonction du nombre de followers sur le réseau qu'il peut y avoir, et aussi en fonction de ce que va potentiellement leur imposer les exchanges, etc. Donc c'est un savant mélange à trouver et un bel équilibre à définir pour que il y ait quelque chose de bon et d'efficient. Alors moi j'ai entendu quelque chose, tu vas me dire si j'ai tort ou pas, ou si j'ai raison. J'avais entendu dire que grosso modo, donc le market cap c'est la valeur de ton projet à un instant T. Donc, quand le token est listé sur un exchange, il y a un market cap donné. Admettons, c'est 100 millions. En fait, ce montant-là, j'avais entendu qu'il était calculé avec un ratio bâtard qui est on fait x10 sur le montant que tu as levé avec ta société. Donc, admettons que tu es levé dans les pré-seed, donc dans les ventes privées, tu as levé 10 millions. Et au listing, on estime qu'on fait un x10 et donc ton token, il est listé à 100 millions de market cap. J'avais entendu ça. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, c'est à peu près vrai, seulement on va parler de FDV, on va parler de Fully Diluted Valuation. Okay. C'est ça qu'on vient fixer. On vient fixer une valo de listing. Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque round de financement, pré-seed, seed, KOL 1, Private 1, tout ça, ce sont des rounds de financement pré-sale, pré-TGE. Il y a une valo qui est associée à chaque round, qu'on appelle FDV, Fully Diluted Valuation. Et donc, si je rentre
en pré-seed, donc le tout premier round, forcément, je vais payer une valorisation qui est plus faible. Et plus mes rounds et mes tours de table vont augmenter, plus ma valo, forcément, elle va augmenter, puisque j'ai pris un risque supplémentaire à rentrer plus tôt. Et une fois le listing, au moment du listing, on va définir une valo qui correspond à un prix de listing du token. Ouais. Et c'est comme ça qu'on sait d'avance quel est le multiple qu'on va réaliser le jour du listing. Ok. Si tout se passe comme escompté et que le prix se maintient, et c'est là qu'il y a d'autres acteurs qui ont un rôle dont on va parler juste après. Et du coup, la FDV, il y a un ratio par rapport au montant qui est levé qui est standard. Moi, je vois pas forcément de ratio, je vois simplement des benchmarks de marché. C'est-à-dire qu'en général, en ce moment, selon les narratifs projets, selon la force de leur équipe, à l'heure où on parle, Il y a un aujourd'hui, multiple par catégorie, quoi. on est plus sur une FDV entre 10 et 30 millions. Ok. Mais j'ai vu beaucoup de projets, surtout dans le gaming en parlant de Blue Run, qui lançaient avec des valos à 100 millions, déjà, dès le début, sans avoir rien fait. Et c'est là que, si tu veux, le marché, au cours des dernières années, est revenu à quelque chose de plus raisonnable. Ouais, parce qu'on a vu des choses se lister à 1 ou 3 milliards récemment, des gros projets qui avaient eu beaucoup de fonds levés, donc c'était pas très cohérent et difficile de rentrer là-dedans après TGA, quoi. Et petite précision, la FDV, donc Fully Diluted Value, grosso modo, c'est la valeur totale d'un projet. Il y a le market cap et il y a la FDV. Donc le market cap, c'est grosso modo la quantité de tokens en circulation multipliée par le prix. Ok, et la FDV, c'est pas la quantité de tokens en circulation, c'est la quantité de tokens totale qu'il y aura in fine multipliée par le prix. Donc, grosso modo, c'est ça la différence entre la FDV et le market cap. Donc, la FDV, elle est souvent bien supérieure au market cap parce que quand on liste un projet, il n'y a pas tous les tokens qui sont en circulation. Par exemple, il n'y en aura que 10%. Donc, la FDV va être 10 fois supérieure au market cap. Et ça, c'est un point de vigilance quand tu investis en crypto, non pas en TGE, mais après, enfin, non pas pré-TGE, mais quand le token est public. Tu veux regarder s'il y a une grosse inflation qui arrive sur les premières années de ton token pour savoir si c'est le bon moment de l'acheter ou pas. Parce que si tu as une grosse inflation, comme il y avait par exemple sur WorldCoin sur 2024 et 2025, bah, c'est pas intéressant. Il va falloir énormément d'argent pour que le prix se maintienne. Donc c'est très risqué d'investir dans un projet s'il y a une grosse inflation à venir. Donc ça, c'est un point à surveiller. Plus quand tu arrives après le listing. Quand tu arrives avant, à l'inverse, ça t'arrange presque quand tu investis en pré-TGE s'il y a une grosse inflation à venir, un gros vesting à venir, parce qu'en fait, tu vas avoir beaucoup de tokens qui vont être distribués toi, que tu vas pouvoir revendre, quoi. Voilà, mais c'est encore une fois, ça peut me servir sur le court terme, mais si j'ai un vesting de 24 mois que égoïstement, égoïstement ou de manière solo, j'ai tout vendu et que ça pénalise peut-être le cours du token court terme, je suis aussi perdant long terme. Donc encore une fois, si tu veux, tout dépend de... Mais si tu veux, c'est là qu'on rentre un peu dans... Si tu veux, dans le constat que j'ai tiré sur cet écosystème, c'est que déjà de 1, la tokenomics ne fera jamais le succès d'un projet. Par contre, elle peut lui éviter d'être condamnée dès le départ. Ça, c'est un premier constat. La tokenomics ne fait pas le succès, mais elle l'empêchera des red flags éliminatoires dès le départ. Ça, c'est le premier constat. Et le deuxième constat, et c'est pour ça que le marketing est extrêmement important dans cet écosystème, c'est qu'il faut toujours essayer d'attirer de nouveaux utilisateurs et de nouveaux acheteurs sur le secondary market, donc sur le marché secondaire une fois que le token est listé, pour contrebalancer, si tu veux, l'éternelle pression vendeuse qui sera exercée par tous les investisseurs pré-sale. Et si tu veux, c'est là que on se décorrèle des critères de succès d'une startup classique et qu'on a, si tu veux, aujourd'hui, un succès crypto, c'est 80% de marketing. Alors que c'est pas le cas pour de vrai, parce que là, le succès du projet en crypto se mesure aussi au prix du token, qui n'a souvent aucune relation directe avec le produit sous-jacent. Avec l'adoption, ouais, c'est clair. Exactement. Et du coup, je fais une aparté là-dessus parce qu'on en parle. Ces notions de vesting, de cliff, etc. On va expliquer. En fait, quand on rentre en pré-TGE, donc quand on rentre sur une vente privée sur un projet, on va pas disposer de 100% des tokens qu'on a achetés tout de suite au listing. On va pas pouvoir tout vendre tout de suite. Il y a un calendrier qui nous est imposé, qui est défini par la team et souvent qui a été conçu par Nomix, donc avec Nathan, et le projet dont on parle.
Et donc il y a un calendrier qui va dire le vesting, c'est grosso modo la fréquence à laquelle tu vas recevoir tes tokens. Donc par exemple, un projet va pouvoir te dire, ben au listing, je te donne 10% des tokens que tu as achetés. Ensuite, tu vas avoir par exemple ce qu'on appelle un cliff. Donc un cliff, c'est une période de creux, admettons de 4 mois, où tu ne vas rien recevoir. Et après ces 4 mois, tu vas recevoir de façon linéaire pendant 12 mois le reste de tes tokens. Donc ça veut dire que ce qui te reste, ça va être divisé en 12. Et chaque mois, tu vas recevoir un douzième de ce qui te reste à recevoir. Donc ça, c'est un exemple. On peut être super créatif. Il y a tous les modèles qui existent. Mais grosso modo, en fonction justement de ces conditions de vesting, de cliff, etc. et du timing où on est dans le cycle crypto, bah, c'est plus ou moins intéressant de rentrer sur un projet pré-TGE. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir des inconvénients de rentrer sur un projet avant qu'il soit public, parce que si tu rentres maintenant fin 2024 et qu'on te dit tu auras la majorité de tes tokens seulement dans un an, bah c'est risqué parce que tu risques de rentrer sur le début du bear market sur un token qui sera en train de perdre en valo et tu pourras revendre tes tokens peut-être à un prix qui est inférieur au prix que tu as pu l'acheter en private sale. Enfin, je suis dans le cas extrême, mais ça peut être une possibilité. Donc, un avantage de rentrer en pré-seed, c'est que tu as un token avant tout le monde pas cher et que tu es sûr d'avoir tes tokens au prix pas cher. Alors, quand il est listé, souvent, il y a un gros pump et après, on voit ce qui se passe. Par contre, l'inconvénient, c'est que suivant le timing, c'est pas souvent intéressant et des fois, le prix en fait que tu peux avoir si tu veux, en pré-seed, en pré-TGE, ben ça vaut peut-être pas le coup en fait de prendre le risque d'investir à ce moment-là parce que investir en pré-TGE c'est souvent, enfin c'est un risque plus élevé que le fait d'acheter le token s'il est listé. Ton token une fois qu'il est listé, en fait il a passé cette étape de voir le jour. Il y a un second inconvénient entre guillemets risque d'investir en pré-TGE, c'est que là tu investis dans un projet qui est vraiment early. T'as pas de sécurité, de garantie que le projet vienne jusqu'au listing et devienne public. Il se peut que ton projet en fait n'aille pas au bout, donc tu prends un risque plus élevé quand tu investis en pré-TGE. Après, il me semble que tu disais que vous chez Nomics, enfin chez MSA, souvent les projets remboursent s'ils peuvent pas aller au bout. Alors c'est pas souvent, c'est qu'aujourd'hui ça nous est arrivé sur l'un des projets, l'un des seuls projets qui allait pas aller au bout, on a été remboursé. C'est l'avantage si tu veux d'investir sur vraiment des projets A+. C'est que, et si tu veux, on fait que ça chez MSA, c'est investir, si tu veux, sur vraiment le haut du panier. Ouais, parce que vous en prenez 1 sur 100 en fait dans des projets. Ouais, même, j'ai pas le ratio si tu veux, mais c'est très très faible. C'est soit que des projets que moi je vais chercher tout seul, ou que des apporteurs, que je vais rémunérer très cher pour ça d'ailleurs, vont venir m'apporter. Donc voilà, c'est à chaque fois, c'est que des projets dans lesquels tu as 2-3 fonds d'investissement. Voilà, et qui ont, si tu veux, passé beaucoup de due deal à droite à gauche. C'est effectivement l'avantage numéro un d'investir dans ce type de projet. Et voilà, j'aime bien le dire souvent, tout ce qui est ICO public trop facilement accessible, où tu peux acheter le token sur le site internet, pour moi c'est red flag immédiat. Et tu disais un truc très juste l'autre jour, tu disais que ces projets-là, en fait, ils te remboursent aussi parce qu'il y a des gens qui veulent pas énerver, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire que quand tu as un acteur aussi central dans l'écosystème, il faut pas qu'il te la fasse à l'envers parce que derrière, ils sont cramés, quoi. Bah c'est ça, enfin, si tu veux, il y a deux choses. Alors je vais être un peu extrême et ça concerne bien sûr pas tous les fonds. Mais dans cet écosystème crypto, si tu veux, dans l'écosystème, dans le private equity classique, le fund manager, c'est un mec qui va gagner si c'est un junior, il va gagner 60K, et si c'est un senior, il va gagner peut-être 200, 250, 300K. Sauf que là, les fund managers crypto, bah parfois c'est des mecs qui pèsent un demi-milliard, des centaines de millions, donc voilà, c'est des requins de chez requins, et qui ont fait de l'argent, ils connaissent toutes les ficelles et tout ce qu'il faut savoir. Et voilà, donc j'aime bien dire que souvent, et puis aussi comme c'est un écosystème qui est tout petit, c'est des gens que t'as pas envie d'énerver, que t'as pas envie voilà, à qui t'as pas envie de la mettre à l'envers. Donc, et puis en plus c'était tout à fait louable de la part du porteur de projet. Si tu sens que ta tech est pas si innovante, que ça va être compliqué, etc., bah tu rembourses. Ok, bon, intéressant. Donc du coup, on a vu les avantages et inconvénients de rentrer avant le projet, enfin avant le listing, pardon. Et est-ce que tu peux me donner ta vision des avantages et inconvénients de rentrer après le listing et non pas avant? Yes, alors post-listing, donc premier avantage, bah au moins on sait que le projet est allé au bout, puisqu'on peut acheter le token, donc il n'y a plus l'histoire de est-ce qu'ils vont réussir à passer le TGE, parce que je pense qu'il y a à peu près 15% des projets qui vont jusqu'au TGE. Ah ouais, je pensais que c'était plus que ça, 15% seulement, ok. Ouais, non, tu dois avoir une quinzaine de projets, quinzaine de pourcents. Après, voilà, c'est soit des trucs qu'ils lancent sur Dex, mais parce que bon bah ils s'avouent vaincus, si tu veux, c'est fini.
Mais si tu veux des projets qui vont vraiment au bout, il y en a très peu. Donc ça, c'est le premier avantage, c'est que tu sais que le projet est allé au bout. Désavantage, c'est que du coup, ben, potentiellement ton token, tu l'as acheté plus cher. Donc tu feras beaucoup moins d'argent si le projet est à succès que celui qui est rentré pré-TGE. Et deuxième chose, c'est que voilà, tu peux servir d'exit liquidity à Ouais. tout ce beau monde qui était là avant toi. Ouais, c'est clair. Parce Voilà. que, bon, encore une fois, il y a une notion de timing, hein, mais suivant quand le token il est listé, si tu es en plein bull run, bon, en général, bah voilà, ça part, ça suit la traîne et ça va chercher un sommet. Mais si tu es en milieu de cycle, bah souvent ça peut cracher dès le début, comme on l'a vu sur pas mal de projets en 2024. Des projets qui étaient très attendus, gros marketing, grosse équipe, genre Starknet, genre pas mal d'autres Layer 2. Malheureusement, bah, il y a beaucoup de monde qui avait de l'argent déjà investi dans les projets, qui ont pu commencer à dumper parce qu'il y avait pas mal d'inflation qui était régulière. Et du coup, bah, ces projets-là, pour le moment, ils n'ont pas encore su consolider, créer une vraie base pour pouvoir repartir pour que le retail puisse acheter un bon prix et faire un multiple dessus. On verra ce que ça donne sur la suite du cycle. Ok, génial. Donc du coup, maintenant ce qui m'intéresse, et ce qu'on va démontrer là, c'est la timeline, grosso modo, rentrer dans le détail de qui rentre à quel moment, comment tu te positionnes toi avec Nomix et MSA, et comment on peut se positionner un particulier. Donc en fait, il va s'afficher juste ici normalement un graphique, une frise, où on a mis une flèche qui démontre pré-TGE qui peut rentrer, TGE, donc le listing, qu'est-ce qui se passe, et post-TGE, qui peut rentrer. Et on a mis une idée en fait de prix qu'on pourrait voir, c'est un exemple, hein, c'est vraiment juste à titre indicatif. Grosso modo, le premier qui rentre, celui qui a ses tokens évidemment, c'est l'équipe. Donc l'équipe qui fonde le projet, comment ils font? Est-ce que dans toute leur team, ils donnent gratuitement les tokens, c'est un peu de l'equity, ou est-ce qu'ils C'est les ça. vendent même à leur équipe? C'est ça. En fait, c'est là que ben, ça dépend des projets. Pour des projets pure DeFi, où toute la valeur de l'entreprise est capturée dans le token, en général, tu as une coquille vide qui te sert d'entité juridique et tu as le token qui va servir aux allocations de l'équipe qui correspond à leur equity. Comme tu partagerais le gâteau dans la construction d'une boîte avec tes associés. Ça, c'est le premier élément, c'est l'équipe. Plus ou moins de tokens à lui, plus ou moins de tokens, voilà. Et voilà. Et ensuite, tu as, et quand on sort un peu de la sphère purement DeFi, où il y a une tech sous-jacente et pas simplement de la redistribution de yield, euh, tu peux avoir bah voilà, une partie en equity de la société, une partie en token. Ok, et j'ai une question par rapport à ça. Euh, Qu'est-ce que tu penses des projets? Bah, il y en a beaucoup en fait, finalement, leur trésorerie, c'est leur token. En gros, ils survivent parce que Bien leur sûr. token, il a une valeur et qu'ils en ont beaucoup en Bien trésor. sûr. Et ils n'ont pas vraiment de business model où ils gagnent de l'argent grâce aux frais de leur blockchain ou à autre chose. Ça, c'est la majorité des projets, non, aujourd'hui? Bah, tu prends un exemple, Arkham par exemple, c'est un exemple que je donne souvent. Eux, ils ont un outil qui permet de faire des investigations on-chain, Mhm. qui ne leur rapporte quasiment rien ou pas grand-chose. Ils ont levé de l'argent en token, ça a explosé, ils ont à peu près 200-250 millions de market cap. Et effectivement, la trésor de la boîte, c'est le token, tout tourne autour du token. Mhm. Voilà, tu rémunères les équipes en token, etc. Ou alors tu cash out tes tokens en stablecoin de ta pool de trésorerie et tu vas acheter de l'euro pour payer tes gars ou peu importe. Du coup, tous ces projets-là, dans un bear market, souvent ils font faillite, non? Si leur token il perd beaucoup de valeur. Ben ouais, c'est enfin faillite ou ils vont rencontrer des difficultés en tout cas. Ouais, c'est possible. Après, il y en a qui font des réserves de stablecoin, c'est-à-dire Ouais. qu'ils ont acheté avec de la trésor de la boîte au moment où c'était au top, ils ont acheté du stable et ça leur permet de tenir, etc. Tout ça, c'est des questions de gestion. Ouais. Et je prends un exemple à part, mais par exemple les échanges comme Binance qui est le BNB, il faudrait pas en fait que ces plateformes-là, elles aient la plupart de leur trésor justement parce qu'elles ont un token valorisé, parce que le jour où le token descend, malheureusement ils s'en sortent plus. Bon, eux heureusement ils tirent des frais du trading, etc. Mais il faudrait pas qu'ils fassent n'importe quoi avec leur trésor, avec leur token, quoi. Bah ouais, c'est pour ça que c'est un vrai sujet parce que FTX, quand il y a eu la crise FTX, une des raisons de tout ça, c'était la dévaluation du FTT. Mm. Parce qu'ils avaient pris des positions grâce au FTT, parce que ils avaient acquis de l'equity contre dans plein de sociétés voilà avec le FTT, etc. Donc effectivement tout ça, bah, si tu veux, toutes ces crises, mais qui sont fondatrices par rapport à l'âge et à la seniorité de notre écosystème, ça a été des moments fondateurs dont on tire des leçons Ouais. aujourd'hui pour bah, les prochains, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais, ça où je voulais arriver, c'est Ah que ouais. j'espère que maintenant les projets justement en ont tiré le son et qu'ils partent avec un vrai business model en répondant à un vrai besoin et que du coup ils ont une vraie fonda qui fait qu'ils perdureront. Parce que jusque là, ce qu'on voit dans les cycles crypto, c'est que
bah, d'un cycle à l'autre, c'est pas les mêmes projets qui sont en hype et qui ont une vraie croissance en termes de prix et en termes d'attention. Donc même s'il y en a qui ont encore un usage assez énorme par rapport au cycle dernier, comme AAV par exemple ou Chainlink, bah, ils ont très peu de hype aujourd'hui, le token ne repart pas forcément. Donc il faudrait pas que leur santé économique dépende de ça, quoi. Ouais, Ok. exactement. Bon, génial. Bon, du coup, la team arrive d'abord en premier et elle a des tokens gratuits parce que bon, elle est fondatrice du projet. Exact. Après la team, arrive en tant que grand seigneur Nomix et MySeed Advisor en prioritaire. Effectivement, et juste avant de... Donc, tu as un gâteau avec différentes allocations. Donc, tu vas avoir l'équipe, la trésorerie, les dépenses marketing, etc. Tu vas en avoir plein de... les incitations, les airdrops, etc. Donc, tout ça, c'est le gâteau total qui est partagé. Mm. Et l'une de ces allocations, c'est l'allocation financement. Donc, combien de tokens je vais donner aux investisseurs, contre combien, etc. Et effectivement, et donc en termes de chronologie, Nomix arrive effectivement très tôt dans les discussions parce que la tokenomics, l'équipe a besoin de fixer ses paramètres tokenomics avant de commencer à lever des fonds. Donc forcément, on est en amont. Voilà, on arrive très en amont. Il peut y arriver, et c'est aujourd'hui très souvent le cas avec Nomix aussi, où le projet a déjà fait, si tu veux, parce que bon, on n'est pas là pour parler tokenomics. Dans la tokenomics, il y a les token metrics et les tokenomics et plein de choses. C'est-à-dire que tu as une partie, le cliff, le vesting, le combien, les allocations, etc. Ça, c'est les token metrics qu'on tend à faire de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas être associé à l'échec ou le succès d'un projet. On est un acteur neutre, on met à disposition des outils, les projets font ce qu'ils veulent avec ces outils. D'accord, on veut pas dire ah mais c'est une tokenomics nomics, tu vois, aujourd'hui c'est arrivé une fois à tort parce qu'on n'avait même pas touché au token metrics du projet que tu vois on était associé à un début d'échec du projet. Et l'autre partie, c'est la partie simulation, gamification. Aujourd'hui, on fait beaucoup de ça. C'est-à-dire que comme on a des profils quant et un G au sein de l'équipe, il y a des projets qui ont besoin de nous pour savoir quel peut être leur cours d'adoption utilisateur et comment calibrer des incentives en fonction de la croissance des adopteurs. Donc, je referme un petit peu la parenthèse. Et voilà, tout ça pour dire que dans toutes ces allocations, il y a une part qui est allouée aux investisseurs. Nomix arrive très tôt dans les discussions. Et ensuite, il va s'agir de découper tes différents rounds de levée de fonds en 3, 4, 5 parfois, et définir une valo pour chacun de ces rounds. Donc c'est ceux qui arrivent après Nomix, grosso modo. Donc Nomix MySeed Advisor, c'est la pre-sale 1. Donc c'est vraiment ceux qui arrivent au meilleur prix sur un token. Ouais. Là, on a pris l'exemple de 1 centime. Après ça, il y a donc les fonds d'investissement, ou les VC, les venture capitalistes. Dans la pre-sale, disons numéro 2, qui pourrait arriver par exemple à 2 centimes. Voilà. Après, ils peuvent aussi, et c'est très souvent le cas, aussi en pre-sale 1. Ok. Voilà. Et même souvent, ils ont accès à plusieurs pre-sales, à plusieurs prix. Ils peuvent avoir des allocations différentes. C'est ça. En fait, si tu veux, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que souvent tout ça n'est pas linéaire. Alors ça dépend, et encore une fois, c'est plein d'exceptions, mais souvent, comme tous ces paramètres sont définis en amont, tu vas avoir tous ces paramètres, donc tu sais que tu vas faire en général une levée 1, 2, 3, un KOL round, etc. Et à ton investisseur, tu peux aussi lui laisser le choix sur quel round il veut rentrer. Parce qu'il va, en fonction de son risk-reward, c'est-à-dire qu'il va pouvoir rentrer, par exemple, sur une pre-sale 1 avec le token le moins cher, mais il va être vesté plus longtemps. Donc il aura moins de tokens tout de suite et il va attendre plus longtemps avant de recevoir ses tokens. Donc faut poser ça dans la balance, quoi. Exactement, voilà. Et mais voilà, donc tu as soit ce cas de figure là, soit le cas de figure où quand tu discutes avec un projet, écoute, aujourd'hui il y a un seul round de sale qui est ouvert, tu prends pas. Mais il n'y a pas de je veux rentrer sur le round d'après, etc. Voilà. Mais encore une fois, il y a deux écoles et c'est pas toujours la même chose. Ok, donc jusque-là, il y a eu l'équipe qui a eu ces tokens, il y a eu Nomix, il y a eu les fonds d'investissement, et après ça, en même temps, il y a ce qu'on appelle les KOL, qui veut dire Key Opinion Leader. Exactement. Donc les KOL, grosso modo, c'est soit des personnes qui ont beaucoup de visibilité sur YouTube, sur Twitter, ok, principalement. Ouais. Soit des personnes qui sont des fondateurs de gros projets et qui peuvent être des partenaires intéressants. Exact. Comment ça se passe la partie KOL? Ouais, alors effectivement, donc t'as voilà les boîtes comme Nomix, t'as les VC,
T'as souvent, juste avant le KOL, tu as les Qualified Angels, c'est-à-dire des mecs que tu vas retrouver. Par exemple, on voit souvent dans les tours le CEO de Kraken, Nicolas Baca, qui était le CTO de Ledger, souvent des gens qui ont fait beaucoup d'argent dans l'écosystème. Moi, je fais partie de ces gens-là. Mais voilà, des gens qui réinvestissent une partie de leur argent dans ces projets-là. Et puis effectivement, tu as les KOL, pour ne pas les appeler des influx, qui peuvent aussi rentrer sur des rounds qui leur sont dédiés. Ok. Exactement. Voilà. Et il y a un truc super important à comprendre là, je pense qu'on va passer un petit peu de temps dessus parce que c'est super intéressant, c'est que la plupart des projets, en fait, ils vont aller voir des influenceurs, des personnes qui sont visibles sur les réseaux, et leur disent, s'il te plaît, fais la promo de mon token, en échange, je te donne telle quantité de tokens, t'en fais ce que tu veux, mais au moins, tu fais la promo de mon projet, ça me fait me pousser le prix, et du coup, tu peux les revendre au listing directement. Donc en fait, il y a pas mal d'influx qui sont incités à parler d'un projet, même s'ils n'ont pas vraiment foi dans le projet, et du coup, ils peuvent forcément impacter leur communauté avec ça, quoi. C'est ça. Alors là-dessus, il y a eu beaucoup de changements justement dans la sphère tokenomics à ce sujet-là. Parce qu'avant, les influx, ils recevaient leurs tokens, il n'y avait pas de vesting, ils vendaient tout, merci, au revoir. Ouais. Ils dumpaient même sur la tête de leur propre communauté, etc. Ouais. Voilà. Sauf que tout ça, aujourd'hui, ça se voit quasiment plus. Ça se voit encore un peu, mais ça se voit sur des projets de Memecoin et des sur des machins tout petits bizarres. projets avec des influenceurs pas très expérimentés, Exactement. ceux qui ont des groupes Telegram Aujourd'hui, avec les signaux de tu trading, vois- quoi. Exactement. Aujourd'hui, Ouais. tu vois plus un gros influx qui dump. Je veux dire, ce serait un débile fini s'il est encore tenu jusque-là avec une grosse commu. Si jusque-là, il a fait quand même une chose pas trop mal. Mais c'est fou parce qu'on a vu des énormes, genre BitBoy Crypto aux USA, qui était le plus gros, qui s'est fait démonter par rapport à ce genre de choses, qui en fait, du jour au lendemain, on s'aperçoit qu'en fait, il a eu pas mal de tokens justement en amont, qu'il a dumpé sur tout le monde en faisant la promo de ces tokens-là, alors que le gars, ça faisait des années qu'il était le plus gros déjà sur YouTube. C'est dingue qu'on ait mis autant de temps finalement à taper là-dessus, tu vois. Ouais, voilà, mais ça a été aussi le temps que, tu sais, c'est comme partout, hein, avant de devenir, entre guillemets, légiféré, t'as toutes les dérivées possibles du monde, et c'est pour ça que des outils comme Arkham, Bubble Maps, ça aide l'écosystème, parce que ça permet de voir tous ces petits copinages et ces petites magouilles-là. Voilà, et aujourd'hui, donc, faut être fort pour réussir à le faire, mais c'est encore possible. Je pourrais te dire comment faire si jamais ça t'intéresse, mais Non, c'est pas... Nous, ne mets pas dans la merde, s'il te plaît. Nous, on fait les choses très sainement. Ouais. Dans Réussissant Crypto, on n'a pas de token en amont et on n'a pas créé de token pour dumper sur la communauté comme d'autres ont pu faire. Quand on parlera des market makers, on verra comment est-ce qu'ils font. Mais effectivement, voilà, t'as eu tout ça. Aujourd'hui, bon, c'est quand même beaucoup plus complexe. Voilà, ils n'ont pas intérêt à faire du mal ou à abuser de leur communauté parce que ça leur retombera sur le nez à un moment donné. Ok, donc les KOL aujourd'hui, donc du coup, comment ils sont incentivés Donc oui, excuse-moi, ils ont bien du token, mais ils vont avoir un cliff et un vesting. C'est pour ça qu'on a bien des KOL rounds avec des conditions de token metrics qui sont propres au round, qui vont devoir suivre. Et voilà. Ok, donc les choses. Et en général, ils le disent. Maintenant, les KOL, ils disent bon bah j'ai du token. Partenariat rémunéré, etc. Exactement. Ouais. Ok, Exactement. Bon ça rassure. Après les KOL arrive ce qu'on appelle les market makers. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un market maker déjà? Alors un market maker, c'est une entité qui existe depuis de nombreuses années déjà sur le marché boursier, qui existe aussi en crypto. Et leur travail à eux, c'est de créer du volume sur les plateformes d'échange. Ils doivent créer du volume pour lisser les entrées et les sorties des investisseurs de chaque projet. Voilà, de manière à ce que un investisseur qui vend ou qui achète du token n'impacte pas significativement le cours du token. Okay. Voilà. Alors après, tout dépend de la taille du bag que possède la personne. Mais si par exemple le rôle d'un market maker, ça va être par exemple, si je suis Vitalik Buterin, que j'ai envie de vendre 1 million d'Ethers, si je les vends comme ça en appuyant sur un bouton one shot, j'envoie Ether au tapis. Voilà. Alors que si je travaille avec un market maker et que je lui dis vends-moi mes 1 million d'Ethers sur 1 an ou sur 6 mois avec un prix médian de X en lissant la sortie,
Et ben voilà. Alors en soi, si c'est Vitalik Buterin, t'as beau faire ce que tu veux, ça va se voir. Bon, dans tous les cas, ça se verra parce que voilà, c'est visible. Mais même si les wallets n'étaient pas visibles, bah, le prix s'en sentirait quand même parce que ce serait quand même dur. Mhm. Ou alors il arrive à vendre vraiment en plein bull run. Mhm. Ce serait une chose intelligente à faire d'ailleurs. Mais voilà, grosso modo, leur travail, c'est de créer du volume sur les exchanges et parfois sur les DEX, mais surtout sur les exchanges, parce que c'est là où ils font de l'argent, de manière à voilà, créer du volume pour À les répondre projets. à l'offre et à la demande. Alors je vais essayer de le réexpliquer avec mes mots. Un market maker, c'est une entité à laquelle le projet va prêter des tokens, une grosse quantité de tokens, et il va lui demander de répondre aux offres d'achat et de vente sur les carnets d'ordre, par exemple sur Binance. Donc sur Binance, quand tu vas dans l'onglet de trading, tu vois que tu as une liste d'ordres d'achat et de vente, donc en rouge et en vert, qui te dit, bah voilà, il y a telle personne qui veut acheter tant de tokens à tel prix, et l'autre en face qui veut vendre tant à tel prix. Et en fait, bah, si on n'avait pas un market maker au milieu qui venait placer plein de petits ordres à tous les prix pour essayer de stabiliser en fait le prix du token, il y aurait des grosses différences entre le dernier ordre d'achat et le dernier ordre de vente. Et du coup, ça ferait des très gros mouvements de prix dans les tokens. Et en fait, le rôle du market maker, c'est d'apporter beaucoup de mini-transactions au milieu de tout ça pour essayer de maintenir le prix du token au quotidien, quoi. Exactement. Et Et du coup, autre chose super intéressant à savoir, c'est que ces entités-là, elles sont payées, tu disais, entre 2 et 4 000 euros par mois. Donc, c'est pas forcément super intéressant en termes de finances à faire, surtout avec les responsabilités et les volumes qu'ils doivent gérer. Du coup, ils sont incités et ils ont l'option de pouvoir avoir les tokens à un moment donné. exactement. C'est-à-dire que en général, ils ont des modèles hybrides. Ils ont un modèle de retainer où ils vont prendre un fixe tous les mois, entre 2 et 5 000 dollars, Mhm. effectivement, par pool. C'est-à-dire que si tu as une pool USDT, c'est une fois 4 000 dollars. Si tu as une pool avec ton token et un autre stablecoin, ça va être un autre prix, etc. Mhm. Voilà, mais après, ça dépend. Ça, c'est propre au market maker. On va pas rentrer dans ces détails-là. Et effectivement, voilà, ça c'est le premier modèle de rémunération. Et souvent, comme c'est le cas pour 80% des market makers, ils ont ce qu'on appelle un modèle de loan, donc de prêt De en près. anglais. Et donc ils ont la possibilité d'acheter du token en fonction d'une performance préétablie dans le contrat. Voilà, et voilà, et c'est là que souvent les dérives au niveau des market makers arrivent parce que quand ils ont du token, ils sont incentivés avec la force de frappe qu'ils ont, les tokens qu'on leur a prêtés, à manipuler le cours, à vendre au top et à faire tomber le cours du token. Ok. Et c'est pour ça que c'est important pour les projets de bien choisir le bon market maker. Et voilà, et nous, à chaque fois, on a plein de market makers qui nous approchent. Et la première phrase, c'est ouais, vous inquiétez pas, nous, on fait partie des bons, etc. etc. Et des mecs qui sont droits dans leurs bottes. Voilà, de toute façon, on sait Oui. très bien qui sont les 4-5 têtes brûlées de l'écosystème qui ont fait énormément d'argent, mais à quel prix? Ok. Voilà. Maintenant, ils sont cramés. Ils sont cramés, mais ils réussissent encore parce que tout ce que je te raconte, c'est pas très connu de l'écosystème. Donc, à part les quelques professionnels et les fonds, tout ça, tu le vois pas. Ok. Tout ça, tu le vois pas. Bon, bah, ça fait déjà beaucoup de monde hein, qui est rentré sur le projet. Ouais. Ça, c'était toutes les private sales, donc les ventes privées qui étaient réservées à des acteurs clés. Et avant que le token soit listé, il reste une vente qu'on appelle la public sale. Donc, c'est une vente publique dans laquelle les particuliers peuvent rentrer. Alors, c'était beaucoup plus facile avant. Aujourd'hui, c'est presque impossible. La vente publique, elle peut prendre plusieurs formes. Il y a l'ICO, l'IDO, l'IEO. Donc, ICO, ça veut dire Initial Coin Offering, que tu peux avoir sur des plateformes comme CoinList, Fjord et c'était quoi les autres que tu m'avais listés? ChainGPT, Polka Starter, enfin tous les launchpads de Voilà. la place. Il y en a Ça, plein. on le voyait beaucoup en 2017. Il y avait une frénésie pour les ICO et c'était assez facile. Moi, j'avais acheté des tokens en ICO. C'était accessible et on pouvait avoir le token du coup une fois qu'il était listé publiquement à 100%. Il n'y avait pas de vesting et on pouvait faire notre multiple. Il y avait la même chose sur les échanges décentralisés. On appelle ça des Initial DEX Offering. Donc pareil, c'est le même système, mais c'est sur par exemple Uniswap que tu vas les trouver dans l'onglet IDO. Je sais pas s'il existe vraiment, mais pour pouvoir acheter tes tokens comme ça. Mais pareil, c'est compliqué d'y accéder. Et IEO, qui veut dire Initial Exchange Offering. Donc, grosso modo, c'est une ICO qui est faite sur Binance ou autre. Des fois, ça a des noms comme Launchpad, Launchpool, etc. Et en fait, maintenant, en fait, les ventes publiques, c'est devenu assez compliqué d'y accéder. Il y a quelques gros inconvénients. Quand c'est sur les exchanges, bah souvent, tu as une allocation qui est toute petite. Tu peux mettre que 200, 500, 700 dollars. Donc, c'est ridicule. Quand c'est listé sur les top tiers comme CoinList,
parce que c'est vraiment les projets les plus intéressants, bah, tu as une liste d'attente de 200 à 400 000 personnes qui fait que c'est impossible pour toi d'avoir un slot. Souvent, tu as même beaucoup de robots qui te passent devant. Et si tu as une ICO, comme tu disais, qui est très facile d'accès sur un site en soi, c'est que c'est pas forcément intéressant, parce que c'est pas un projet forcément viable. C'est ça. Et juste en termes de vocabulaire, parce que encore une fois, tout est possible. La public sale, c'est en général le dernier round avant les listings. Ok. Mais parfois, la public sale, c'est le dernier round tout seul. Ouais. Donc ça dépend. Effectivement, quand tu listes sur CoinList, t'as pas forcément besoin tout de suite d'être listé ailleurs, parce que ton projet a un tel succès que en soi, d'être listé sur CoinList, qui est un exchange à part entière, bah voilà, ça y est. Si tu veux, ton exchange, ton token est dispo sur CoinList. Voilà, il y a du volume. Exactement, il y aura beaucoup de volume déjà dessus, et ensuite il sera disponible ailleurs. Il sera sur les DEX en même temps en plus. Sur les sexes, souvent, ouais, et puis sur un DEX selon ta préférence. Alors, un DEX, ça veut dire un échange décentralisé. Un CEX, CEX, ça veut dire un échange centralisé. Ouais, tout à fait. Mais voilà, effectivement, tout ça pour dire que, voilà, tu as encore une étape dans laquelle tu peux rentrer, qui est l'étape du launchpad. Il y a plein de launchpads dans l'écosystème. Ma conclusion, c'est que, CoinList mis à part, il y a peu de top tier project qui passent par des launchpads. Voilà. En général, ils vont essayer de viser un primo listing direct sur exchange. Ouais. Et si possible, les tier 1 exchange, donc les Binance, les OKEx, les Coinbase. Voilà. Voilà. Après, bon, c'est très difficile aujourd'hui. Hein. Ouais. C'est-à-dire que c'est 8-9 entretiens avant d'en arriver là. C'est $500 000 posés sur la table. C'est le prix du listing sur Binance, entre 500 000 et 1 million. Voilà. Après, c'est des budgets. Et voilà, sachant que c'est peut-être la taille de ta trésorerie tout entière, tu peux pas te permettre de lâcher 500 000 balles à Binance. Du coup, bah, ça fait une belle transition vers justement le listing qu'on appelle le TGE, Token Generation Event. Donc, du coup, pour être listé sur un exchange majeur, donc faut que tu sortes un gros billet. Soit tu donnes en cash, soit tu donnes en token à l'exchange, j'imagine. Tu fais ça avant le listing. Et l'exchange annonce une date, bah voilà, telle date va être listée, tel token. Ok, donc admettons, voilà, sur Binance, c'est listé le token d'un projet X. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Est-ce que le token part en flèche dans tous les cas ? Est-ce que des fois il crache tout de suite ? Pourquoi ? Comment ? Non, ça dépend de chaque listing et de chaque projet. Si tu veux, aujourd'hui, tu dois avoir un certain contrôle. Tu peux pas. Il faut une balance, c'est-à-dire que le projet va justement essayer de donner des instructions au market maker pour contenir le prix dans une fourchette, range, un range défini par plusieurs critères et plusieurs paramètres. Voilà, mais il faut pas que, si tu veux, si ton token il fait x100 dès le début, tu peux être sûr que derrière c'est fini, quoi. Je veux dire, ça va vendre. Il faut aller récupérer. La plupart du temps, de toute façon, on voit un dump qui se fait tout de suite. D'ailleurs, c'est marrant. Comment on explique dès que le token est listé, cette énorme bougie verte qu'on voit souvent se former ? Ah bah parce que là, tu as tous les clients de l'exchange qui achètent. C'est là. Mais souvent, c'est dans la première minute que tu vois cette bougie énorme. Oui. Donc c'est ça, c'est les clients ou c'est des robots qui viennent acheter ? Alors, ça dépend. Il peut y avoir les deux. Il peut y avoir des robots, il peut y avoir des clients, il peut y avoir tout. Tu auras plus de robots sur DEX que sur SEX, évidemment. Mais ça dépend effectivement de... ça peut être les deux. Et effectivement, voilà, c'est des acheteurs, en tout cas, qu'ils soient robots ou qu'ils soient humains, c'est des acheteurs. Et c'est souvent ce qui se passe effectivement après un listing. Après, tout dépend de ta fenêtre de marché. Si tu lances en plein bear market, en général, ça va faire poum. Et puis si tu lances en plein bull, potentiellement, ça peut monter. Ça peut continuer. Voilà. Il faut bien tenir justement ces paramètres de manière à, tu vois, il faut que ton token s'apprécie, mais pas trop. Et donc, c'est là que le market maker joue un rôle. Et donc, du coup, ceux qui sont rentrés pré-TGE, ils disposent déjà de leur token. Ils les ont. Comment ils les ont ? Est-ce qu'on leur a envoyé sur un MetaMask et ils peuvent les échanger sur un DEX ? Est-ce qu'on leur envoie sur leur portefeuille Binance pile au moment du listing ? Alors, ça dépend. Si dans la tokenomics ou dans les token metrics, soyons précis, il est prévu une allocation au moment du TGE, une libération de en général 5, 10, 15% max au moment du TGE, effectivement, ça vend. Ça, tu peux vendre. Donc comment tu les détiens ? Oui, pardon. Eh ben, l'équipe, si tu veux, t'aura envoyé soit quelques heures avant, soit quelques heures après, ou au moment du listing, tes tokens sur soit en fonction de la chaîne sur laquelle tu lances,
Si c'est sur Binance, bah, elle te les aura peut-être envoyés sur un compte Binance. Si tu lances sur Ethereum, sur un wallet MetaMask, Sur alors après MetaMask. tout dépend si tu lances sur Binance ou si tu lances sur un DEX, mais dans tous les cas, tu recevras tes tokens au moment ou juste avant. Mhm. Voilà. Et justement, là, l'équipe doit pas se tromper parce que si on s'aperçoit qu'ils ont envoyé les tokens 2 jours avant et que c'est vendable, il y a un problème quelque part. Ouais. C'est pas possible, tu vois. Ça veut dire que tout le monde va crier au scandale. Mhm. Donc, c'est encore une fois, ça doit être bien géré par l'équipe et ils doivent pas se tromper là-dedans. Donc en gros, c'est soit le token va être listé sur un échange décentralisé et on te les envoie sur un MetaMask et tout de suite tu peux aller sur Uniswap si c'est sur Ethereum et tu peux les échanger. Soit sur Binance, grosso modo, Binance fait apparaître dans ton portefeuille avant le listing le nouveau token. La team te les crédite parce que soit tu as donné ton adresse Binance ou tu le donnes juste avant le listing, il t'envoie tes tokens. Et ensuite la paire de trading démarre sur Binance, sachant que toi tu as déjà le token dans ton wallet et du coup d'un coup tu peux le vendre quoi. Exact. Voilà, Ok. par exemple. Mais après, chaque cas peut être différent, ça dépend. Ok, Voilà. bon à savoir. Mais en général, c'est ça. Ok. Et Voilà. du coup, le financement, par quelle plateforme il se fait? Où est-ce qu'on envoie de l'argent? À qui quand on veut rentrer en seed round sur un projet? Eh ben, là encore une fois, ça dépend. Tu peux faire ça de manière très artisanale et tu envoies depuis ton wallet MetaMask 100 000 balles en USDT sur le wallet du projet. Mhm. Ou C'est assez risqué, non? oui, mais après, tu as un contrat, tu as des avocats qui sont au milieu, donc ça dépend. Soit tu utilises des plateformes qui vont permettre de justement valider la partie juridique. Comme EquiSafe que tu utilises avec MSA, c'est ça? Par exemple, EquiSafe, il y en a d'autres. Si tu veux, il y en a d'autres, des plateformes comme ça, qui te permettent de faire ça. Soit tu investis à plusieurs, tu crées un véhicule spécialement pour l'investissement. Soit voilà, toutes les options sont possibles. Mais quand tu es un VC et que tu envoies un chèque de 500K, bah, c'est juste d'un wallet à celui de la société, il y a un contrat au milieu et puis c'est tout. Ouais, je vois. Ok. Voilà. Bon, bah, ça me paraît très très clair. On a bien couvert la partie prêt GE, on a couvert le listing. Donc, grosso modo, le projet est lancé, le retail arrive. Le retail peut choisir d'acheter tout de suite au listing ou plus tard. Le token va connaître sa croissance et là, il va se passer plein de choses. Et en fait, c'est là que vient en fait la part réussie en crypto. Parce que toi, dans MSA, tu as été capable de rentrer en amont avec tes avantages et tes inconvénients. Et nous, réussir en crypto, on va regarder, ok, on sait qu'il y a tel projet qui va sortir. On va regarder les tokenomics, tokenmetrics, comme tu dis. Et on va regarder justement ce calendrier de vesting sur un projet qui aurait pu être financé en amont. On va voir si c'est intéressant ou non de l'acheter dès la sortie, d'attendre de voir le projet évoluer ou pas, en fonction justement des tokenomics, si on a validé aussi le projet avec notre analyse fondamentale. Et donc nous, on va se dire, il y a des projets, c'est intéressant de les prendre tout de suite à la sortie, suivant où on est dans le cycle, et suivant si le projet est intéressant. Ou alors on se dit, on le laisse évoluer quelques semaines, quelques mois, on voit ce qui se passe. Soit le projet il s'écrase tout de suite et du coup on a eu raison, on laisse faire une accumulation, on rentre en bas d'accumulation. Soit le projet il fait tout de suite une poussée. Dans ce cas-là, on le laisse faire sa poussée, on le laisse corriger. Et dans la correction, justement, on va chercher un retracement suffisant avec une belle zone d'accumulation. Encore une fois, si on est dans un bon timing, comme maintenant dans la grande correction de mi-cycle, pour pouvoir rentrer dans ce projet et aller surfer la suite du cycle, puisqu'il y a eu déjà la vente de départ qui a été faite. On a étudié le projet, on a vu qu'il était viable. Le vesting, en fait, est à l'avantage du retail. Il n'y a pas de tokens qui vont être donnés pendant les 6 premiers mois ou la première année. Du coup, pendant le bull run, on peut aller faire un bon retour sur investissement. Est-ce que tu vas rajouter quelque chose sur la partie justement retail post-TGE? Il y a 2 choses que je vois rajouter. Il y a aussi un autre cas de figure où on a ce qu'on appelle des fair launch. C'est-à-dire, tous les tokens sont, si tu veux, il n'y a pas d'investissement pré-TGE. C'est-à-dire que le porteur de projet a les tokens et ils vont, si tu veux, voilà, lancer le token dès le début. Ce prix va être pricé par l'offre et la demande dès le départ des acheteurs et de la communauté. Donc, tu n'as pas cette histoire de pré-TGE. Et ensuite, tu auras quand même une supply qui va être à définir ou qui est définie dès le départ. Voilà, donc tu as aussi cette autre alternative qui est beaucoup moins pratiquée. C'est pratiqué souvent par des mêmes coins. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin de lever des fonds avant. Ouais. Alors que beaucoup de projets qui ont des infrastructures et des techs qui sont lourds, ils ont de toute façon besoin de lever des fonds, donc il y aura du prêt-jeu. Mais, et c'est comme ça qu'on a eu la fabuleuse histoire de Pump.Fun, qui permettait justement de lancer des meme coins sur Solana,
Et justement, je vais pas rentrer dans leur modèle de rémunération parce qu'il était très complexe avec ce qu'on appelle des banding curves, mais voilà. Enfin, en tout cas, voilà, les mêmes coins, il y en a pas un seul qui a marché. Par contre, Pump.Fun, c'était entre 400 et 500 k de revenus par jour pendant quasiment un C'est an. pour ça qu'il y a beaucoup de modèles qui ont copié déjà et qui ont Exactement. dupliqué le modèle. Et donc, Exactement. je reviens à la notion de fair launch. En français, ça veut dire un lancement juste et équitable, grosso modo. En fait, grosso modo, comment ça se passe? Par exemple, moi, je crée un meme coin et je lance. Quand je crée mon meme coin, je dispose de 100% des tokens. J'en fais quoi pour pouvoir faire ce vrai fair launch? Parce que ça se voit on-chain si je détiens plus de 10, 20, 30% de la supply. Ouais. Comment que j'en fais quoi de mes En tokens? général, tu as deux allocations. Tu as une allocation team Hmm. et tu as une allocation tout le reste de la communauté. Seulement, Et tu le mets où ces tokens? Tu les mets dans une pool de liquidité sur un échange décentralisé? ouais, exactement. Tu vas les mettre en général sur un DEX. Et puis tu vas alimenter la pool au fur et à mesure et en essayant que voilà de faire en sorte que ton meme coin soit plus ou moins pricé. Après c'est pour ça qu'il faut une énorme communauté pour lancer Ouais. les meme coins. Enfin, je veux dire, c'est une histoire de fou aujourd'hui de lancer un meme coin, c'est difficile. Mais voilà, c'est l'autre alternative. Et sur Nomix, tu peux aussi, t'as des templates tokenomics pour lancer les meme coins si tu veux quoi. Et c'est Ouais. pour ça que les memecoins ont eu autant de succès là sur 2024 et où il y a beaucoup de hype actuellement autour des memecoins actuellement parce que enfin, on entend dire que c'est en gros, grosso modo la seule forme pure de crypto-monnaie parce que justement il n'y a pas d'acteur en amont qui détient une trop grosse quantité, c'est vraiment juste et équitable, c'est la loi du marché quoi. Philosophiquement, ça l'est, selon moi. Hmm. Philosophiquement, ça l'est. Alors, Azrael sous-jacent est complètement éclaté au sol. Hmm. Mais, philosophiquement, et structurellement, c'est quelque chose d'équitable. Voilà, c'est la Les devise gens, pour une ils communauté savent- autour d'un culte quoi. Exactement. Et ils savent dans quoi les gens savent dans quoi ils s'engagent, en tout cas. Hmm. Il n'y a rien qui est. Enfin, voilà. Après, tout dépend des projets. Hein. Il y en a plein des arnaques et des trucs. Et mais- la plupart du temps, il n'y a pas de vesting sur les mêmes coins. Tu vas sur CoinMarketCap, tu regardes dans l'onglet à gauche, dans la colonne de gauche, offre en circulation versus offre total, c'est le même chiffre. Donc c'est bien parce que tu sais qu'il n'y aura pas d'inflation sur le projet. Donc vraiment, tu es au courant que c'est que l'offre et la demande qui vont faire évoluer le prix. Et du coup, bah là, ce qui compte pour le même coin, c'est grosso modo, est-ce qu'il y a une vraie icône avec un vrai culte autour de l'icône et est-ce qu'il y a un bon marketing et une grosse commu autour de ce projet-là, quoi. C'est ça. Et la dernière chose que je voulais rajouter quand même, j'avais dit que je te dirais quelles sont un peu les astuces, les bidouillages des market makers pour faire, pour faire leur gras, parce que c'est important que les gens comprennent. Qu'est-ce qui se passe? C'est que selon les choix techniques que vont faire l'équipe, les wallets de la team seront parfois publics, parfois pas publics. S'ils sont pas publics, s'ils sont publics, bon bah tout le monde les voit. S'ils sont, donc c'est difficile de faire quoi que ce soit, mais s'ils sont pas publics et que tout d'un coup il y a une vente qui est faite et qu'on retrace la transaction, tiens, on va voir qu'il y avait un wallet qui n'a pas été annoncé. Bam, red flag. Et donc du coup, dans ces deux cas de figure-là, qu'est-ce que va faire le market maker? C'est que les tokens, ils vont pas les prendre forcément dans les wallets team. C'est-à-dire que ce qui peut se passer, c'est que le market maker, sans se mettre son client à dos, donc le projet, ce qu'il va faire, c'est qu'ils vont prendre des tokens de la pool Trésor qui n'a pas de vesting, parce que la Trésor, tu en as besoin tout de suite. Donc c'est justifié auprès de la commu que tu aies une alloc trésorerie de 10%, de 15% qui marche pour des dépenses courantes, etc. Et donc c'est ces tokens-là qui se sont quand même appréciés si le projet pump à fond, ils vont prendre dans ces bagues-là, si tu veux, ces bagues de gestion courante. Et en fait, le market maker va dire au porteur de projet, bah écoute, moi je vais m'arranger, tu me files une partie de cette trésor, je vais m'arranger pour aller vendre sur le marché, parce que de toute façon, c'est justifié. Si la commu voit des transactions de la trésor, bah ils peuvent dire c'est des dépenses marketing, on paye les salaires, tout ce que tu veux. Et donc, ils vont aller vendre ces allocations-là. Ça passe pour la commu. Et derrière, eh ben, le market maker s'en prend pour lui et redistribue pour la team. Et c'est comme ça que y a beaucoup de market makers, je vais pas citer de nom parce que Peut-être sur les ennemis. je vais vers des amis, puis on peut me retrouver flottant à tête face contre terre dans la mer, comme c'est arrivé déjà dans cet écosystème. Voilà. Et ça s'est beaucoup passé. Et ça, c'est franchement c'est très difficile à voir quand c'est bien fait. Et ça, aujourd'hui, voilà, à moins d'avoir tout vraiment explicité, justifié, tant qu'il n'y a pas de régulation, qu'on est sur un marché qui est déréglementé, ça arrivera encore. Maintenant,
si tu veux, c'est aussi la philosophie crypto, si tu veux, voilà, où les mecs s'autodisciplinent et s'autorégulent. Et c'est pour ça qu'en 3 ans déjà, il y a 3 ans, le mot tokenomics existait à peine. Aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs de tout le monde. Et tout ce qui va avec les bonnes pratiques, etc., tout ça, ça se met en ordre de bataille. Mais il fallait aussi laisser du temps à cet écosystème très jeune de faire ses preuves et de progresser. De s'améliorer et d'itérer. Ouais, exactement. Bon, trop bien. Je pense qu'on va finir là-dessus parce qu'on a déjà donné beaucoup, beaucoup de valeur. Bon, tu l'as vu, en fait, il y a des avantages et des inconvénients rentrés avant et après un listing. Donc, en fait, tu as vraiment deux mondes qui sont complémentaires. Nous, on joue sur les deux tableaux avec Nathan. C'est-à-dire qu'on est capable, alors moi, via MSA, du coup, comme ses membres. Parce que tu es investisseur aussi. Je suis investisseur aussi, mais on est capable de rentrer avant qu'un projet soit public si c'est intéressant. Et moi, avec Réussir en crypto, c'est ce que j'ai fait historiquement depuis 9 ans et ce que je fais encore avec ma commu aujourd'hui. On rentre après qu'il soit public, le projet. Donc, ce que je voulais te dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses à maîtriser dans les deux cas de figure. Si tu veux en savoir plus et aller plus loin, je te mets 2 liens dans la description. Tu as un premier lien pour MSA qui va te permettre de comprendre comment vraiment fonctionne l'investissement en vente privée et d'y participer. Et je te mets un lien Réussir en crypto qui va te permettre de comprendre vraiment le process et la méthode que j'utilise pour surfer un site crypto et réaliser des vrais multiples. Donc fais-en bon usage, tu as beaucoup de valeur ici à prendre. Donc je te laisse cliquer ici, tu vas trouver tout ce qu'il te faut pour pouvoir aller plus loin. Le mot de la fin pour toi, Nathan ? Trade in the safer side. En français, ce qui veut dire fais attention, tu risques de te brûler les doigts. Non, mais le mot de la fin, si tu veux, c'est que moi, j'ai choisi une classe d'actifs que je maîtrise de A à Z parce que j'ai une position d'insider sur le marché. C'est cette position-là que j'ai choisi de leverager. C'est pour ça que mes investissements aujourd'hui, ils se concentrent là-dessus et que j'en fais profiter ma commu. Et c'est aussi en fonction du risque que chacun est prêt à prendre, choisir une classe d'actifs qu'on maîtrise et en termes de risque et en termes techniques. Voilà. Bah alors c'était le mot de la fin. J'espère que tu as pris beaucoup de valeur dans ce podcast. C'est le premier de Réussir en crypto. On en fera d'autres. En attendant, on te souhaite du fond du cœur de réussir ce cycle en crypto-monnaie et on te dit à la prochaine. Ciao, ciao.